Suite à ma vidéo de Radiante sur l'arc de Sifendir, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir tout mettre dans une seule vidéo. Donc du coup je voulais revenir un peu sur certains points intéressants. Je vais peut-être couper la vidéo en deux d'ailleurs, je ferai peut-être pas trop de montage pour sortir la vidéo plus rapidement. Alors, la machine à vide de Fantasia. Les sorciers utilisent le Fantasia pour se battre, voler sur un balai, renforcer leurs armes. Quant à eux, les soldats de l'Inquisition utilisent des armes classiques et aussi de l'acier noir et de l'acier blanc pour respectivement annuler le Fantasia et le repousser. Mais comme c'est pas possible d'en fournir pour toute une armée, dû à leur rareté, les barons marchands ont développé une arme, l'Harmonisium, un pilier qui tourne sur lui-même et annihile le Fantasia autour de lui, avec un rayon qui augmente avec le temps. Les sorciers n'ayant jamais imaginé cette possibilité ont basé toute leur armée sur l'utilisation du Fantasia. C'est juste grâce à la force brute de la reine Boadicée que Sifendir a pu s'en sortir, mais quand on imagine les ravages d'une seule machine à vide, qu'est-ce que ce sera s'il y en avait une centaine? Ça fait peur. Diabal, Seth et Piodon. Dans mon résumé, j'ai survolé l'histoire des frères pour rester concis, mais c'est une des trames narratives qui se construit à travers les arcs. Seth rencontre Diabal dans le sous-sol du château de Castelane-Merlin, et il croit que c'est Piodon qui l'a retrouvé et qui veut lui faire du mal. On apprend son passé, que comme Seth, Piodon l'a trouvé quand il était petit, et qu'il annonçait vouloir son bien, mais il a commencé à se poser des questions quand il reprenait ses esprits dans des endroits qu'il ne connaissait pas, à se battre contre des inconnus. Lorsque Diabal a été un peu trop curieux, notamment quand il a suivi Piodon et qu'il a découvert un autre frère qui lui ressemblait, Triton, Piodon l'a livré à l'Inquisition qui l'a torturé. On ne sait pas par quel miracle Diabal a réussi à s'en sortir, mais une fois dehors, il a ressenti que son frère manipulateur voyait à travers ses yeux, il se les a crevés pour le fuir. Ce qui explique son apparence avec toutes ses cicatrices et ses bandages sur son visage. Malgré qu'on nous répète depuis le début que les infections ne sont pas héréditaires, Diabal fait l'hypothèse qu'ils seraient peut-être les premiers sorciers nés, ce qui est confirmé plus tard, ce qui expliquerait leur faculté à manier le Fantasia à main nue, et le fait que l'Inquisition veut à tout prix les garder sous contrôle. Diabal il commence à faire confiance à Seth, mais pas assez pour le suivre, à la place il lui donne un outil à utiliser contre les thaumaturges. Il est persuadé que Piodon arrive et va le capturer à nouveau. En vrai il est peut-être un peu parano, mais pour le coup il a eu raison, parce qu'on voit le grand frère dans une case qu'il l'a retrouvé, et plus tard on le retrouvera emprisonné. Une théorie intéressante que j'ai vue, désolé j'ai plus la source, mais c'est que tout est dans les noms. Piodon serait le pionnier, donc le premier, Diabal serait le deuxième, Triton serait le troisième, et Seth évidemment ce serait le septième, avec potentiellement d'autres frères et sœurs qu'on retrouverait au milieu, morts ou vivants qu'on retrouverait plus tard. Aussi cette fratrie semble partager ses souvenirs, parce que Seth il a pu entrer dans l'antre de Diabal en voyant ses souvenirs, mais ça doit être aussi lié au fait que Piodon peut voir à travers leur sens et les retrouver. Les faiseurs de miracles. Oui, j'ai fait une vidéo sur Sifendir sans parler des antagonistes, les thaumaturges, tu m'en excuseras, mais je me rattrape ici. Enfin, je parle pas de Dragunov, qui est pas clairement un ennemi, mais bien d'Ulmina, Vérone, Centauri et Liselotte. Bien qu'on ait déjà eu un aperçu des pouvoirs de Centauri à Rummeltown, on le voit dans un vrai combat contre Seth à la fin de la guerre. On voit au-delà de son côté papy qui délire, et on remarque vraiment sa personnalité de fou qui massacre des sorciers pour le plaisir. Il a encore son miracle pour projeter son corps en plus grand, mais bien moins puissant qu'à l'arc précédent parce qu'il n'est pas assisté ici. Ulmina, c'est celle que je trouve la plus intéressante parce que mystérieuse. On distingue un côté maso, mais c'est pas très clair. Elle dit qu'elle veut accepter en elle la noirceur de Seth, mais est-ce que c'est pour le délivrer ou bien pour être souillée elle-même? Je ne saurais pas dire précisément pour l'instant. Son miracle lui permet de lever une armée de zombies, et elle semble pouvoir l'utiliser sur les vivants, mais il y a un gros risque, c'est pour ça qu'elle est arrêtée par son fils, le prince Vérone, avant de le concrétiser. Le prince Vérone, justement, on le découvre ici, mais il aura un plus grand rôle dans l'arc de Baume. J'ai pas spécialement d'intérêt pour lui, mais j'ai bien aimé son affrontement contre Doc qui a été résolu comme un combat de Jojo. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisserai aller le voir, mais le principe de Jojo, c'est que les personnages arrivent à comprendre et souvent à retourner le pouvoir d'un utilisateur contre lui-même. Sachant que le miracle de Vérone, c'est de transformer en pierre tous ceux qui rentrent dans son périmètre. Enfin, Liselotte, c'est la thaumaturge qui s'est infiltrée avec Dragunov. Elle est que peu mise en avant, excepté son combat contre Mélie, et un petit peu contre Grimm. Elle manie deux épées à distance qui enchaînent l'adversaire. Dans son combat contre Mélie, justement, elle observe assez finement, elle remarque la fatigue de Mali pour adapter sa tactique en temps réel, mais elle n'a pas pu anticiper le changement de personnalité de notre Okin, qui passe d'un style très défensif à un style très offensif. J'aime beaucoup le chara-design avec sa casquette et ses épaulettes à pointe, sûrement inspiré de Mako de Kill la Kill. La forêt de Kaït. Bon, je sais pas comment on prononce ce machin, alors je vais le prononcer comme ça. La forêt de Kaït est l'endroit où vivent Myr et Yggdrasil. C'est un lieu autour de Castelane-Merlin, sur lequel il y a des rumeurs, notamment qu'un puissant sortilège désoriente ceux qui y rentrent. En réalité, il n'y a pas de sort, mais l'espace se distord et le temps s'y écoule différemment. Parfait pour un entraînement de Seth, comme dans une sorte de salle de l'esprit du temps.
Par contre, à cause de l'harmonisium, la machine à vide de Fantasia, la forêt s'est asséchée par manque de Fantasia. C'est pour ça que Jill s'est sacrifié pour donner tout son Fantasia à ses enfants. Et en voyant la forêt détruite et sa femme morte, Mir s'est mis en mode furie et il a tout saccagé. Pour en revenir à la forêt, les arbres qui la composent sont différents des arbres classiques. Ce sont les mêmes que fait pousser Seth avec son pouvoir de bois. De plus, le chaudron de Yaga est fait dans ces arbres et il est bien plus grand à l'intérieur, de la taille d'une petite pièce, un petit peu comme un havre-sac dans Wakfu ou la toile de tente dans Harry Potter. La vision des lords sur les chevaliers sorciers. Enfin, un dernier point assez court que je voulais aborder, c'est l'opposition entre Lord Brangoire et Lord de Gillis sur le comportement des chevaliers sorciers. Brangoire il considère que seul un chevalier n'est rien, et que c'est un corps d'armée uni et sans personnalité qui est puissant. C'est le meilleur moyen d'utiliser le Ghisoni, la prise de contrôle des chevaliers pour les coordonner. Là où Lord de Gillis encourage l'individualisme et le fait de créer des héros, c'est lui qui est responsable du succès de Mordred et Sagramore, les deux jeunes talents. Tony Valente, il a pas l'air de trancher, de nous dire qu'une vision est meilleure que l'autre, mais c'est une thématique qu'on peut retrouver assez souvent dans les œuvres, par exemple au début de l'attaque des Titans, quand Levi dit à Eren de faire confiance au bataillon d'exploration. La prochaine fois, ce sera une analyse de l'arc de Baume qui devrait à peu près coïncider avec la sortie du tome 18. En attendant, je compte sur toi pour partager un max, mettre un like à cette vidéo et aux précédentes sur Radiant. Et si c'était toujours pas le cas, abonne-toi!